Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, après ce moment de congratulation et d'admiration, permettez-moi de revenir à un peu plus de modération. Rarement un projet de loi gouvernemental aura fait l'objet d'autant de modifications et de revirements, montrant de façon évidente, presque caricaturale, un défaut de préparation. Entre le texte initial et celui qui nous est présenté aujourd'hui, les différences sont en effet majeures. La première mouture de la loi a ainsi suscité les plus vives critiques, y compris de Jack Lang, pour la partie touchant notamment au patrimoine. Heureusement, pourrait-on dire, la succession de 3 ministres pour défendre ce texte a permis à chaque étape de corriger, voire contredire, le texte de loi élaboré par le prédécesseur. Fleur Pellerin put ainsi reconnaître que l'abandon du subventionnement des conservatoires que nous avions vivement dénoncé était une erreur, et nous avons pu alors au Sénat ajouter l'article 17A que votre majorité m'avait refusé en première lecture. Vous-même, Madame la Ministre, le jour de votre nomination, alors que l'examen du texte était en cours au Sénat, changeant radicalement le dispositif de l'article 24, vous aviez pu reprendre l'essentiel des amendements du Sénat sur le patrimoine. Je ne vous en ferai certainement pas le reproche, puisque, au nom de notre groupe, j'avais présenté les mêmes amendements lors de l'examen en commission dans cette Assemblée, mais tout de même, chers collègues, face à une telle approximation, à une telle absence de continuité dans le projet culturel du gouvernement, un peu de modestie s'impose. En vérité, profondément amendée par le Sénat, cette loi mérite ni un excès de louange, ni un excès de critique. Elle est seulement décevante. Décevante parce qu'elle nous avait été annoncée comme une grande loi et qu'elle illustre la vacuité de la politique de ces 4 dernières années. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Rappelons-nous en effet le déroulé de son adoption. Au début de son mandat, François Hollande, lors d'un déplacement au Festival d'Avignon, interrogé sur son programme culturel, déclarait qu'il renonçait à un grand chantier, qu'il cherchait un grand projet d'une autre nature. Alors il fut dit que ce grand projet serait une grande loi, celle qui vous est soumise aujourd'hui. Comprenez donc notre déception. Comment en effet se réjouir d'un texte qui, voulant trop embrasser, apparut dès sa première mouture, aux yeux de tous les spécialistes, comme une loi fourre-tout, sans ligne directrice et ce faisant sans vision. Une loi sans cap, la Macron de la culture, une loi technocratique dépersonnalisée alors que la culture vit de passion. Imaginez la Filippetti Pellerin Azoulay, difficile à retenir. Nous sommes loin de la force et du poids historique des lois Malraux sur le patrimoine, Lang sur le prix du livre, Ayagon sur le mécénat, pour n'en prendre que quelques exemples. Une loi qui, par son amoncellement de mesures, souvent de portée déclarative ou réglementaire, arrive même à ce paradoxal résultat d'étouffer l'intérêt que présentent certaines de ces dispositions, qui, si elles avaient été présentées séparément, auraient mieux atteint leur but. La reconnaissance des pratiques amateurs, la création d'un médiateur à musique, les dispositions sur l'architecture, qui doivent beaucoup au travail de notre rapporteur président Patrick Bloch, autant de dispositions que nous avons soutenues, mais qui ont été privées d'exposition publique par cette loi fourre-tout, incapable de mettre en valeur l'essentiel par rapport à l'accessoire. Longue et fastidieuse loi, devenue le paravent d'un manque de politique culturelle lisible, continue, inspirée, puissante. L'article 1, qui affirme la liberté de création, a ainsi recueilli notre soutien, mais soyons clairs, la longue déclinaison qu'en fait l'article 2 cache une réalité beaucoup plus sombre. À quoi sert en effet d'exalter la liberté de création quand parallèlement les fondements de la culture se trouvent menacés? Menacés d'abord par la diminution des crédits publics culturels. La forte baisse ces 2 premières années du quinquennat de François Hollande laisse encore des traces. Et la part du budget du ministère de la Culture dans le budget de l'État est passée de 1% en 2011 à 0,84% en 2016. Plus fondamentalement, la baisse des dotations budgétaires aux collectivités locales met en péril aujourd'hui la politique culturelle française. Chacun sait qu'aujourd'hui, les dépenses des collectivités locales représentent 75% des dépenses culturelles publiques. La force de notre outil culturel, cette exception française tant vantée, vient du cumul d'une politique d'État ambitieuse avec une politique culturelle et collectivités locales dynamique. C'est ce modèle qui est actuellement mis à mal. Et l'article 3, qui reconnaît les labels, porte en lui cette terrible contradiction. Moins l'État aide les collectivités, plus il veut les encadrer et les fragiliser. Voilà la réalité de la culture aujourd'hui en France.
Voilà la réalité d'une loi qui effleure les sujets les plus délicats, ceux sur lesquels se joue notre avenir culturel, sans vraiment les traiter. En modifiant la règle sur les quotas de musique chanson française, vous avez failli mettre à mal l'une des garanties essentielles de l'exception culturelle. Sauvetage de dernière minute. Sur le patrimoine, la première nécessité n'était pas de chambouler un dispositif solide, et notamment la règle des 500 mètres, une règle fondamentale. Ce qu'il fallait, c'était une loi-programme. C'était ne pas amputer de 110 millions de crédits les crédits du patrimoine 2013 et 2014, une enveloppe qui n'a quasiment plus progressé depuis, si l'on enlève l'effet de la RAP. Sur l'enseignement artistique, vous avez accepté le principe d'une décentralisation au profit des régions, seulement facultative et non obligatoire. C'est-à-dire que vous avez suscité, j'en prends hélas ce pari devant vous, que dans quelques années, vous allez avoir une rupture d'égalité, des inégalités territoriales importantes qui rompt avec le travail qui avait été mené depuis des années à la suite du plan Nowski. La question essentielle de la lutte contre la captation de la valeur par les GAFA n'a pas été également traitée. Et le compromis final sur le nuage est un pis-aller qui pose beaucoup de questions. Madame le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez accepté un nombre exceptionnellement élevé de modifications venues du Sénat. Le groupe républicain s'abstiendra sur ce texte. Merci, mon cher collègue.